auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et très ravi d'être avec vous dans ce 20h15 sur le miroir de la femme. À la une de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante CENI a convié les journalistes à une conférence de presse dont l'objectif est de présenter le résultat des opérations d'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur. Le point de la rédaction. Démarré le 15 octobre 2022 et a pris fin 15 jours après pour l'ensemble des 15 pays retenus selon les critères imposés par le comité composé du ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères et la CENI. La présente cérémonie offre l'opportunité à la CENI de présenter le bilan provisoire de l'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur. Au total, la mise en œuvre de l'opération a engagé et a concerné 15 pays, 560 opérateurs d'enrôlement et transcripteurs, 215 commissions, centres d'enrôlement et de vote, 400 kits biométriques. Les résultats ainsi obtenus à l'issue des différentes opérations se présentent comme suit, par pays et par résultat. Algérie, nombre de CEV ouverts, 15, nombre de kits déployés 15, nombre de personnes enrôlées par texte, hommes 2275, femmes 543, soit un total de 2818 personnes. Bénin, nombre de CEV 22, nombre de kits déployés 28, nombre de personnes enrôlées, hommes 19 740, femmes 9 232. Soit un total de 28 772. Burkina Faso, nombre de CEV 4, nombre de kits déployés 5, nombre de personnes enrôlées, hommes 1574, femmes 431, pour un total de 2005. Cameroun, nombre de CEV 7, nombre de kits déployés 10, nombre d'hommes enrôlés 8060, nombre de femmes enrôlées 1234 pour un total de 9294. Côte d'Ivoire, nombre de CEV 41, nombre de kits déployés 64, nombre de personnes enrôlées 62 709, dont 52 748 hommes et 9 961 femmes. Ghana, le nombre de CEV 38, nombre de kits déployés 57, l'enrôlement a concerné 26 815 hommes et 10 187 femmes pour un total de 37 002 personnes. Mali, nombre de CEV 7, nombre de kits 7, nombre de personnes enrôlées, hommes 1356, femmes 349, pour un total de 1705 personnes. Maroc, nombre de CEV 5, nombre de kits 5, le nombre d'hommes enrôlés est de 480 et le nombre de femmes enrôlées est de 191 personnes, pour un total de 671. Nigeria, nombre de CEV 23, nombre de kits 29, nombre de personnes enrôlées
À côté agence masculine, 24 499. Nombre de femmes enrôlées, 13 037. Pour un total de 37 536. Sénégal, nombre de CEV 9, nombre de kits 9, nombre de personnes enrôlées en tout 3 984 pour 3 524 hommes et 460 femmes. Tchad, nombre de CEV 6, nombre de kits 6, hommes 1485, femmes 485 pour un total de 1970 personnes enrôlées. Taux, nombre de CEV 26, nombre de kits déployés 32, hommes enrôlés 22 800, femmes enrôlées 12 799 pour un total de 35 599. On aura ainsi fait le tour des pays africains et pour l'ensemble de kits déployés, on a 203 kits. 203 CEV, 267 kits, 165 356 hommes enrôlés, 58 909 femmes enrôlées pour un total de 224 265. Reste du monde, Belgique, en CEV, un kit, le nombre d'hommes enrôlés est de 380 et le nombre de femmes enrôlées est 254 pour un total de 634 personnes. France, nombre de CEV 4, nombre de kits déployés 4, le nombre d'hommes enrôlés est de 843, le nombre de femmes est de 551 pour un total de 1394. Aux États-Unis, 2 kits ont été déployés pour 2 CEV, le nombre d'hommes enrôlés est de 735, le nombre de femmes de 261 pour un total de 996 personnes enrôlées. Au total et pour l'ensemble de l'opération, 210 CEV sont concernés, 274 kits ont été déployés, 167 314 personnes genre masculin ont été enrôlées, 59 975 femmes ont été enrôlées pour un total de 227 289 personnes enrôlées pour le compte de la diaspora. Vous aurez noté une évolution significative entre le recensement ainsi réalisé et celui de 2015 avec des écarts différents d'un pays à l'autre. Un moment tant attendu par les journalistes pour être édifiés. À noter que cette conférence de presse a pris fin sur une note de satisfaction générale. Le député maire, M. Oumarou Moumouni Dogari, a présenté à la population de Niamey le rapport général sur l'état de la ville de Niamey. Mamadou Soufou et Abdelnasser Abdou pour ce compte-rendu. Cette rencontre de la mairie avec la population de Niamey a pour objectif de faire la présentation du rapport général sur l'état de la ville de Niamey. Le président du conseil de ville de Niamey a lancé un vibrant hommage aux législateurs nigériens. Comme veut la coutume, les maires des différentes communes doivent rendre compte 2 fois dans l'année sur l'état de leurs communes respectives à la population. Et a ensuite lancé un appel à la population de Niamey, un message du président de la République du Niger demandant de rendre la ville encore plus propre pour accueillir la réunion des chefs d'État africains et de la ZLECAf. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a demandé et obtenu de l'Union africaine la tenue de 2 réunions au sommet des chefs d'État de l'Union africaine, l'une sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et l'autre sur la ZLECAf. Ces 2 réunions se tiendront dans la période du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey et c'est un honneur pour la ville de Niamey de recevoir tant de personnes. Il n'est pas attendu moins de 30 chefs d'État à Niamey à l'occasion de ces 2 réunions. Et le président de la République, chef de l'État, a donc demandé à la ville de Niamey de faire en sorte que nos hôtes repartent avec une bonne image de nous. Il est donc demandé au conseil de ville et à la population de Niamey de rendre la ville propre, de rendre la ville encore plus propre, puisqu'elle l'est déjà, et je vous remercie pour tous les efforts que vous faites au quotidien. Il a rappelé que la présentation d'aujourd'hui est la 2e déjà au titre de l'année 2022.
Le deuxième point sera la présentation du rapport sur l'état de la ville de Niamey, et c'est la deuxième du genre de l'année 2022. Nous allons rappeler simplement que c'est le Code général des collectivités territoriales, dans son article 80, qui oblige le maire à rendre compte sur l'état de la ville 2 fois par an. Nous sommes donc pour l'année 2022 au deuxième exercice de ce plan. À la fin de la présentation, nous avons énuméré cette loi pour que la présentation se déroule en 2 étapes. La première, c'est la présentation sur l'état général qui va être faite par notre directeur général de développement et de la prospective. Et nous avons apporté une innovation à cette présentation parce que la dernière présentation a vu la participation de nos concitoyens sur un certain nombre de questionnements. Nous nous sommes dit que cet exercice de démocratie à la base et pour répondre à ce que le législateur a voulu que nous soyons redevables vis-à-vis de nos concitoyens, que nous puissions regarder la dernière présentation de l'état général de la ville, quelles ont été les questions posées par les concitoyens. Qu'est-ce qui nous avait été demandé la dernière fois qu'on s'était rencontrés à Diaby-Sékou? Nous avons compilé les questions et nous allons présenter aujourd'hui quelles sont les réponses apportées par la ville et les services de la ville à ces questions. Ça nous permet, au fur et à mesure que nous avançons dans cet exercice démocratique, d'être redevables vis-à-vis de nos concitoyens et de leur montrer que finalement, les questions qu'ils nous posent, on ne les met pas dans un tiroir. Au contraire, nous les mettons en œuvre et vous allez voir dans la deuxième partie de la présentation quel sort a été réservé à vos questions. Et ça, j'assigne à cet exercice un double objectif. Le premier, c'est que vous allez pouvoir vérifier que les questions que vous avez posées au dernier exercice sont bien celles que nous avons traitées. Ensuite, vous allez voir quel est le sort que nous avons réservé à vos questions. Ça permettra d'avancer. À noter que pour les années à venir, les maires s'impliqueront davantage pour que la ville de Niamey soit encore plus propre et coquette. À suivre aussi dans cette édition, le président du conseil régional de Tawa a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de revue annuelle du plan d'action 2022 et programmation 2023. Elhaji Awole Moumouni et Maman Sani Ousmane pour ce point. Le président du conseil régional de Tawa a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de revue annuel du plan d'action 2022 et programmation plan d'action 2023 de la région de Tawa. Monsieur Sani Nabirni a d'abord sollicité la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au comité régional de la santé et aux membres du comité d'appui du ministère de la santé publique, de la population et des affaires sociales et à tous les participants à cet atelier avant de s'engager à accompagner toutes les actions de la santé dans la région de Tawa avec l'appui des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la santé. La présente réunion qui rentre dans le cadre du processus de suivi et évaluation du plan de développement sanitaire 2022-2026 constitue une des principales attributions du comité régional de santé dont nous sommes membres. Cette assemblée générale intervient 4 jours après les assises du comité technique régional de santé tenues du 8 au 11 novembre 2022, ayant ainsi permis d'évaluer les projets et les performances enregistrées dans la mise en œuvre des plans d'action annuels 2022, d'apprécier les résultats et les effets de la mise en œuvre des plans d'action annuels, de déterminer le degré de mobilisation des appuis techniques et financiers de l'État, des partenaires et des collectivités, d'identifier les atouts, les boulots d'étranglement, les contraintes et les menaces rencontrées dans la mise en œuvre des activités,
de formuler des recommandations appropriées pour la programmation 2023. Après les travaux du comité technique, il s'agit pour le comité régional de santé d'apprécier les documents de revue 2022 et de programmation 2023 et d'amender et de procéder à l'approbation des résultats des 10 travaux. Mesdames, Messieurs, chers participants, les questions de promotion et de développement sanitaire ne sont pas l'apanage des seuls professionnels de la santé. Elles requièrent la pleine participation des autres secteurs et des populations bénéficiaires elles-mêmes. Au vu des profils des participants à cette assise, je me réjouis de constater que cette préoccupation a été largement prise en compte et que la collaboration intersectorielle ainsi que la participation communautaire sont des réalités concrètes dans notre région. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner toute action visant l'amélioration de la santé des populations, comme en témoigne l'engagement des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, qui accorde une grande priorité à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations nigériennes à travers la mise en œuvre du programme de naissance Acte 3 du président de la République. Rappelons que cet atelier va durer 4 jours et regroupe tous les techniciens de santé de la région de Tawa. La direction régionale de la santé publique et des affaires sociales de Tawa a réceptionné un don du projet Sahel sous financement du bureau de l'Organisation mondiale de la santé de Tawa. Restons toujours avec Al-Haji Awole Moumouni et Maman Sani Ousmane. Le secrétaire général du gouvernorat de Tawa, M. Harouna Asakale, représentant le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa Ampéché, a présidé la cérémonie de remise de dons de médicaments et d'équipements à la direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales par le projet Sahel sur financement de fonds de réserve pour la situation d'urgence de l'OMS-CEF. Avant le discours du secrétaire général de la région de Tawa, Dr Emilienne, représentante du chef sous-bureau OMS Tawa, a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs de la santé à travers monsieur le directeur régional de la santé publique de Tawa, Dr Issoufou Boubé, pour tous les efforts déployés pour assurer la coordination de l'ensemble des opérations d'urgence sanitaire ainsi que pour les actions mises en œuvre afin de rompre la chaîne de transmission de maladies comme la Covid-19, le choléra, la poliomyélite, la méningite et toute autre maladie évitable par la vaccination. Le Niger est confronté à une urgence humanitaire complexe marquée par l'insécurité et la violence continue contre les civils perpétrée par des éléments des groupes armés. Les effets de changement climatique, y compris les inondations saisonnières et les poches de sécheresse, situation aggravée par la pandémie Covid-19, les attaques contre les structures de santé. Ces facteurs ont entraîné une augmentation des besoins d'environ 3 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire, 2 millions en sécurité alimentaire avec une mortalité maternelle élevée. C'est ainsi que l'OMS Niger, à travers le projet Sahel sur financement des fonds de réserve pour les situations d'urgence, a mis en place un mécanisme de réponse à la crise prolongée au Niger. C'est dans cette dynamique que l'OMS a répondu favorablement à l'appel du gouvernement du Niger à tous les niveaux pour l'amélioration de l'accès aux services de santé essentiels et de qualité pour les personnes vivant dans les zones touchées par les crises humanitaires. Monsieur Harouna Asakale, dans son discours, a tenu à remercier Madame la représentante de l'OMS au Niger, Dr Anya Blanche Philomène, et son staff pour ce grand effort en réponse à l'appel lancé par le gouverneur pour venir en aide aux situations d'urgence sanitaire dans la région de Tawa, avant de féliciter tous les acteurs de la santé, les partenaires techniques et financiers. La remise de ce lot de matériel médico-technique, consommables et médicaments traduit la volonté de l'OMS, d'une part, de répondre à l'appel lancé
par le gouvernorat de la région de Tawa, dont l'objectif est de mettre en place un solide plan de contingence multisectoriel ayant un mécanisme de réponse rapide, efficient et efficace. D'autre part, d'accompagner le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de son plan de réponse à la crise humanitaire prolongée. Ce geste permettra sans nul doute d'améliorer de manière efficace la prise en charge médicale des qualités des cas de maladie. De ce fait, ce don contribuera à relever d'importants défis, notamment celui lié au recours rapide aux soins de qualité et à la réduction des taux de morbidité et de mortalité infanto-juvénile et maternelle. C'est pourquoi je voudrais renouveler nos sincères remerciements. Madame la représentante de l'OMS au Niger, Dr Ania Blanche Philomène et son staff pour les efforts, les engagements et détermination démontrés par le maintien de la continuité des services de santé en direction des populations sinistrées à travers le projet Sahel et en tant d'autres actions. Rappelons que ce don est composé d'équipements biomédicaux, les consommables, les médicaments, 14 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent 250 blouses blanches. Revenons à Niamey pour évoquer la maison de la presse qui a servi de cadre ce matin au cabinet leader d'Afrique pour animer une conférence de presse en prélude à la 4e édition nationale des jeunes leaders Zenabou Gagara et à côté Kantama Ibrahim. Cette conférence de presse qui rentre dans le cadre préparatif de la 4e édition de la Journée nationale des jeunes leaders JNJL, une initiative du cabinet Jeunes Leaders fixant comme objectif principal le changement de mentalité de jeunes vers l'esprit entrepreneurial et le leadership. Cette activité, qui est la propriété aujourd'hui de tout un écosystème, est né au cabinet Leader d'Afrique. Un cabinet qui est lui aussi né il y a de cela 9 ans avec une ambition qui est de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. Notre mission que nous sommes définis, c'est d'accompagner les structures africaines et institutions mondiales intervenant en Afrique à développer leur leadership en passant par la transformation des compétences. Et il y a de cela 5 ans, nous sommes donné une vision qui est d'offrir la meilleure expérience conseil d'ici 2023. Depuis 4 ans, à travers la Journée nationale du jeune leader, nous avons l'essentiel de la population africaine et les jeunes. On ne peut pas faire de l'Afrique un continent leader sans travailler sur la jeunesse. Et le deuxième paradigme, c'est la situation que traverse notre jeunesse et en particulier les jeunes diplômés. C'était eux notre première cible, parce que nous sommes sortis de nos études avec un résultat qui fait très mal, c'est de découvrir que nous avons en moyenne 50 000 diplômés par an au Niger. Par an, une moyenne de 50 000 diplômés. Et nous sommes tous d'accord que ni l'État ni les entreprises, au total, n'auront pas 50 000 places à offrir par an. Et pourtant, on continue à aller à l'école. Les bacheliers de l'année passée, ils viennent de commencer les cours. Dans 2 ans, ils vont sortir aussi, ils vont passer le temps à gratter la tête pour apprendre à peine à écrire une lettre de stage ou de demande d'emploi. Nous nous sommes dit alors, qu'est-ce qu'à Leader d'Afrique nous pouvons amener comme solution à cette jeunesse? Nous avons lancé de cela 4 ans une initiative qui est d'amener les jeunes à un changement de paradigme, à un changement de mentalité. Le point sur les niveaux des préparatifs de l'édition 2022 a été à l'ordre du jour de cette conférence de presse. À 2 semaines de l'événement, je peux dire sans hésitation que le comité national de gestion, sous l'autorité, n'est-ce pas, du parrain, ministre directeur général Seydou Gimba, est en train de faire un chemin sans faute. Et si le père de la nation, le chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, est en train de nous écouter, cette jeunesse souhaiterait prendre un engagement fort devant sa personne pour que
la Journée nationale des jeunes leaders ne soit plus un événement, mais que ce soit un outil pour que cette jeunesse lui rende compte à chaque jour, à chaque minute de l'évolution de leur implication dans le développement, n'est-ce pas, du tissu économique du Niger. Cette initiative visant à pousser les jeunes vers le terrain entrepreneurial est à saluer. Nous avons soutenu cet événement depuis la première édition et nous resterons sur la même ligne parce que nous n'avons le choix que de les soutenir et nous resterons sur la même ligne pour continuer à leur apporter notre soutien et à leur dire que partout où ils auront besoin de nous, nous y serons. Je vous demande, en tant que jeunes, de les accompagner, de les comprendre et d'aller vers eux pour qu'ensemble on puisse contribuer, comme on l'a dit, à la croissance de ce pays-là par la création des entreprises. Au cours de cette conférence, plusieurs questions ont été posées par les participants auxquelles des éclaircissements ont été apportés par le cabinet Jeunes Leaders d'Afrique. Pour rappel, la 4e édition de la Journée nationale des jeunes leaders se tiendra le 27 novembre 2022 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi où les jeunes vont prendre l'engagement entrepreneurial devant les autorités. Clôture cet après-midi de l'atelier de formation des membres et collaborateurs de l'ONG Chronique Juridique sur les techniques d'écoute et d'orientation et de référencement organisé par la dite ONG Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdraman pour ce compte rendu. Les techniques d'écoute, d'orientation et de référencement étaient le centre d'intenses travaux durant ces 2 jours de formation à l'égard des membres et collaborateurs formels et informels de l'ONG Chronique Juridique, la toute première du genre qui a permis aux participants d'échanger sur différentes thématiques dans le but de renforcer davantage l'accompagnement des personnes en situation vulnérable en conflit avec la loi ou avec un particulier. La coordonnatrice de l'ONG Chronique Juridique se dit satisfaite des résultats des travaux. C'est une grande responsabilité que d'écouter plus âgés que soi. C'est encore une plus grande responsabilité d'écouter des gens en compagnie en organisant cette séance de formation. Mais je ressors moi-même magistrate, formée, renforcée. Je vous ai écouté, vous m'avez écouté. Nous avons écouté un expert, nous lui avons fait part de nos faiblesses, de nos insuffisances, de nos forces. J'espère, mon plus grand vœu est que chacun d'entre vous, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans la vie privée, qui aura en face de lui quelqu'un dans une situation de vulnérabilité, que la personne puisse se rappeler les différents principes posés et qui doivent concourir dans l'écoute d'une personne. Pendant 2 jours, on a parlé de beaucoup d'écoute. On a dit qu'il fallait plus écouter que parler. On a dit qu'il fallait respecter les autres dans leur vie privée. On a dit qu'il fallait créer un environnement sain lorsque vous êtes saisi par quelqu'un. Vous avez tous été à la hauteur de la formation. Par ma voix, Chronique Juridique vous remercie pour la patience, pour l'intérêt que vous avez porté aux différentes thématiques. J'ai vu à quel point vous étiez intéressés, que ce soit les professionnels, que ce soit les non-professionnels. Pour l'assiduité, merci beaucoup. Cette formation a été non seulement un moment d'échange d'expérience entre les participants, mais aussi une grande opportunité pour le renforcement de capacités, en témoignent les participants. C'est une formation qui est très importante, sinon capitale pour notre vie professionnelle. Parce que nous sommes appelés à écouter, à nous entretenir, à référer des personnes vers des institutions plus compétentes. Donc c'est à ce titre que Chronique Juridique nous a invités à cette formation. Et vraiment, nous sortons de cette formation bien formés, bien armés, en tout cas en matière de technique d'écoute. Désormais, nous savons comment bien écouter les personnes qui viennent vers nous. Une formation qui s'achève avec plusieurs attentes. Un expert doit mettre en œuvre
pour accompagner quelqu'un qui est en situation de difficulté et qui sollicite un soutien et un accompagnement à la fois juridique. Mais dans l'accompagnement juridique, l'aspect psychologique est important. Et c'est pour cela que je pense Chronique Juridique donc, a fait appel à un cabinet qui intervient en matière psychologique ou du moins en matière psychosociale. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a fait appel à notre cabinet et que nous avons procédé à ce renforcement des capacités. J'ai beaucoup apprécié l'expérience parce que faudrait dire que moi-même en tant que formateur, j'ai bénéficié de beaucoup d'informations dans le domaine juridique puisque ce n'est pas mon domaine. Donc je pense que en fait, ce n'est même pas une formation en tant que telle, c'est vraiment un renforcement de capacité. Donc l'appel que je lance aux participants, c'est qu'ils mettent en œuvre concrètement et de manière opérationnelle donc ce qui est issu de cette formation-là. J'ose espérer que les citoyens profiteront de cette opportunité qu'on vous a donnée de les accompagner, que ce soit sur le plan familial. Ce n'est jamais facile de prendre en charge la vie privée de quelqu'un. Ce n'est jamais facile de trouver des solutions à quelqu'un. Mais l'approche, la façon dont on reçoit, la façon dont on conseille, la façon dont on oriente, la façon dont on référence peut aider même dans la procédure. Enfin, cette formation a été sanctionnée par la remise à des attestations aux membres et aux collaborateurs des chroniques juridiques ayant pris part à cette formation. Espérons que les acquis de cette formation puissent être préservés et appliqués. Enfin, nous clôturons cette édition avec l'école de commerce, d'administration et de management ECAM qui a organisé une cérémonie de remise de diplômes ce samedi 12 novembre 2022 au palais de congrès de Niamey. C'était en présence du ministère de l'enseignement supérieur. N'est-ce pas, Hassia Diallo? Très bonne réception. C'est dans une atmosphère chargée de fortes émotions et ponctuée d'animations culturelles que plusieurs jeunes diplômés de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, accompagnés de leurs familles, amis et connaissances, ont massivement effectué le déplacement pour partager ce grand moment de joie. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour but de procéder à la remise officielle des diplômes de licence et master aux étudiants des promotions 2020 et 2021 de notre école, soit 243 diplômes en licence et 16 en master, toutes filières confondues. Comme de tradition, dans l'enseignement supérieur professionnel, l'achèvement d'un cycle de formation donne lieu à une série d'évaluations et une séance de délibération qui clôt le processus de la formation de ce niveau. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management a été créée dans le but d'apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale à travers la formation des jeunes Nigériens. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre le chômage. L'ECAM a formé des cadres compétents à travers l'acquisition des connaissances de haut niveau répondant aux exigences du 3e millénaire et les a mis sur le marché de l'emploi. Notre école forme aujourd'hui dans 18 filières au niveau BTS d'État, 6 en licence et 6 en master. C'est dans cette perspective que l'ECAM attend mettre à la disposition des sociétés et des entreprises nationales, sous-régionales, régionales et internationales des cadres techniquement bien formés. Les dirigeants de l'ECAM Niger n'ont ménagé aucun effort pour garantir la crédibilité de la formation en mettant à la disposition des apprenants, des enseignants compétents dans chaque filière et un contenu de programme assez solide pour assurer le meilleur apprentissage possible et même l'introduction des modules opérationnels pour améliorer le champ de compréhension des étudiants dans les filières et domaines d'études. Monsieur le ministre, distingués invités, l'ECAM attend renforcer également cette dynamique qui consiste à allier et à s'adapter aux exigences de l'enseignement supérieur professionnel pour répondre aux besoins des étudiants et du marché de l'emploi.
L'ancien SIG des étudiants, porte-parole des récipiendaires, n'a pas manqué d'exprimer leur émotion ainsi que leur gratitude. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole au nom de tous les récipiendaires. Avec un cœur plein d'émotion, nous vous remercions de votre présence parmi nous ce matin. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir montré ce jour si solennel. D'abord, nous remercions nos parents. Nous ne pouvons que glorifier de la bonne éducation que vous nous avez donnée. Nous vous remercions, chers parents, pour tous les sacrifices consentis et de la patience dont vous avez fait montre afin de nous permettre de vivre pleinement ces genres de grands instants de réussite. Merci, chers parents. À l'administration de l'ECAM. Le choix de l'ECAM est sans contexte l'une des décisions les plus importantes que nous avons prises dans le cadre de notre formation. Ce choix d'une école qui dispose d'un enseignement de qualité est crucial pour le devenir de tout étudiant. Ainsi, nous avons choisi l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM pour l'efficacité de ses services, le dévouement de son personnel, la réputation dans le domaine de la formation supérieure professionnelle dont la somme est le fruit d'un dur labeur de son directoire administratif. Alors nous, récipiendaires de la promotion Jubo Takubako et Daouda, nous tenons à vous dire ceci. Chers encadreurs, nous sommes avec vous, nous resterons avec vous et nous recommanderons l'ECAM à tous parents qui visent la réussite et surtout le développement de ses enfants. À nos vaillants enseignants, je tiens au nom de tous mes camarades à remercier du fond du cœur nos enseignants de nous avoir offert les outils nécessaires qui nous permettent de nous projeter dans le futur avec un autre regard, une autre perception des choses, un état d'esprit qui relève en nous des connaissances que nous ne soupçonnions même pas. Grâce à vos compétences, vos talents, votre sens du devoir accompli et du travail bien fait, aujourd'hui nous avons pu franchir un seuil décisif à l'espace de ces 3 ans de formation pour obtenir ce précieux sésame. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a aussi apporté dans son discours sa part de contribution à encourager ces jeunes diplômés tout en les prodiguant des conseils. Le diplôme traduit, porte une somme de connaissances acquises en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Cette somme doit être ici et surtout inscrite au fronton. On doit être fier du diplôme que l'on porte. On doit être heureux de ce que l'on sait. Sans exagération, bien sûr. Les écoles se battent. Il y en a qui font des efforts sincères. Vraiment, tout cela, tous les fondateurs, au risque d'oublier certains, je préfère ne pas citer. Au nom de l'ensemble de l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur, je vous félicite. Ceux qui ne font pas beaucoup d'efforts, comme le dit Seydou Koutié Gadeko, organisez-vous à être dans le peloton et on va s'entendre pour qu'on vous accompagne. C'est dans ce sens que nous invitons les écoles qui hésitent encore à s'inscrire dans notre démarche qualité, à s'engager dans l'accréditation qui est désormais obligatoire. Ce n'est plus un choix. Ce débat est long. Enfin, c'est dans une ambiance conviviale, réunissant dans un moment de bonheur, partagé entre diplômés, accompagnants et professeurs que se clôtura cette inoubliable cérémonie. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7,
angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.